Madame, dernier avertissement. Mains en l'air. La voix du jeune officier du raid tremblait d'adrénaline. Linda Terrasson, 65 ans, les bras chargés de sacs de course, tenta de s'exécuter. Mais ses doigts, raides d'arthrose, étaient trop lents. Sujet non coopératif, hurla-t-il avant de tirer avec son taser. Roy Terrasson, 68 ans, son mari, un ancien adjudant-chef des forces spéciales françaises, regarda avec horreur sa femme s'effondrer en convulsant alors que 3 fusils se tournaient vers lui. Roy ne cria pas, ne s'enfuit pas. Il se releva lentement, fixa le commandant du raid droit dans les yeux et prononça 5 mots tranchants. Appelez le général Roiroux maintenant. Tous les fusils se figèrent. Roy Terrasson était un homme discret dans son quartier calme de la rue des Marronniers, à Suresnes. Pour ses voisins, il était ce retraité serviable qui réparait les tondeuses, souriait toujours, bricolait en écoutant de vieux airs de rock français. Ses mains, pourtant fortes, portaient les cicatrices d'une vie rude. Des cales de bricoleur, oui, mais aussi de fines entailles anciennes, vestiges de mission que personne ne devait connaître. Peu savaient qu'il était adjudant-chef des forces spéciales, à la retraite, ancien opérateur d'unités clandestines, décoré pour bravoure dans des opérations encore classifiées. Il avait mérité cette vie paisible, aux côtés de Linda, son pilier depuis 43 ans. Elle avait vu les cauchemars, ressenti les silences, et l'avait guidé pas à pas vers une vie d'homme simple. Leur maison de plain-pied était remplie du parfum de ses tartes, du murmure de leur radio, du bonheur calme d'un amour long et profond. Roy faisait du bénévolat à l'Association des anciens combattants, enseignait la mécanique à des jeunes en difficulté et gardait un profil bas. Son passé, enfoui sous un nom figurant encore dans les bases de données ultra sécurisées. Ce mercredi-là avait commencé banalement. Roy était sous la vieille Renault 5 de son voisin, en train de faire une vidange. Linda rentrait des courses, ses bras chargés. Il entendit d'abord le crissement de pneus, bien trop rapide pour leur rue tranquille. Avant qu'ils ne sortent de dessous la voiture, des fourgons blindés surgissaient. Une douzaine d'hommes du raid en tenue noire, casques intégraux et fusils d'assaut jaillirent. Police, mandat de perquisition, tout le monde au sol, cria une voix dans un haut-parleur. Roy sortit lentement, les mains levées, encore tachées de graisse. Il n'avait pas encore compris. Il tenta de parler. Il doit y avoir une erreur. Le canon d'un fusil se tourna vers lui. Au sol, tout de suite, hurla un officier. Roy s'exécuta, son visage collé au bitume, respirant les vapeurs d'huile et de peur. Des menottes plastiques lui lacérèrent les poignets. Il entendait des cris, des radios, le martèlement des bottes. Puis, la voiture bleue de Linda entra dans l'allée. Elle descendit, les sacs contre sa poitrine, le regard désemparé. « Roy, que se passe-t-il » 3 officiers pivotèrent. « Lâchez les sacs, mains visibles. » Linda figea. « Je comprends pas. » Ses mains tremblaient, trop lentes, trop vieilles. « Dernier avertissement » beugla le jeune officier. Linda commençait à baisser les bras, mais ce n'était pas assez rapide. Sujet non coopératif. Et le taser claqua. Elle hurla. Les sacs explosèrent. Œufs brisés, lait éclaboussé, pommes roulant sous les rangées. Elle s'effondra. Un feu glacé monta en Roy, mais il ne bougea pas. Il se souvenait, contrôlé, analysé. Il observa l'officier fautif, jeune, nerveux. Puis il vit le commandant du raid. C'était lui, la cible à convaincre. « Laissez-moi me relever », dit Roy. Calme. Sa voix transperça le vacarme. Le commandant hésita, puis fit signe. Un agent coupa les liens. Roy se releva, lentement, ne courut pas vers Linda. Pas encore. Il avança vers le commandant, le regard fixe. « Appelez le général Roiroux maintenant. » Le commandant, le capitaine Morel, cligna des yeux. Ce nom, prononcé avec une telle assurance par cet homme gris et graisseux. « Général Roiroux, qui est-ce pour vous, papy » ricana un jeune officier. « Nous sommes ici pour interpeller Carlos Ramirez, gros trafiquant, mandat clair. » Roy le regarda même pas. Il parla à Morel. « Ceci est le 124 rue des Marronniers. Votre mandat est probablement pour la rue des Marronniers haute, autre code postal, de l'autre côté de Nanterre. Erreur classique de dispatcher. Général Jean-Baptiste Roiroux, commandant du COS. Mon vieil ami, appelez-le dans les 2 minutes, sinon cette opération deviendra un incident de sécurité nationale. Et faites venir un médecin. Ma femme a des antécédents cardiaques. Si elle meurt, Roiroux sera le moindre de vos problèmes. » Morel le scruta. Il vit le regard, la maîtrise. Ce n'était pas un civil. Il ordonna vérification de l'adresse.
et un médecin. Et si vous bluffez, vieux fou? Je ne bluffe jamais, capitaine, pas avec la vie de ma femme. Roy désigne sa poche de poitrine. Morel fit signe à un agent. Celui-ci fouilla prudemment, sortit un portefeuille usé. Il l'ouvrit, puis son visage blêmit. Il le tendit à Morel. Une vieille photo. Une carte d'identité militaire. Rien d'extraordinaire. Sauf un petit symbole en creux dans le coin. Une croix d'encre noire. Discrète. Terrifiante pour ceux qui savaient. Morel recula d'un pas. Il n'avait vu ce symbole qu'une fois dans un briefing classé. Cela désignait des opérateurs fantômes, aux autorisations extrêmes. Des entités hors réseau. Poste Alpha, ici capitaine Morel. Demande de liaison immédiate avec le général Roiroux. Code encre noire. Immédiat. Le silence tomba. Les fusils s'abaissèrent légèrement. Le jeune qui avait tiré sur Linda était livide. Roy s'agenouilla enfin près de Linda. Elle était consciente, mais son cœur battait de façon erratique. « Tout va bien, mon amour. Je suis là, murmura-t-il. Puis, 10 minutes de chaos contenu. La confirmation tomba. L'adresse du mandat était erronée. L'interpellation de Ramirez avait eu lieu, sans problème, à l'autre bout de la ville. Ils avaient attaqué la mauvaise maison. Le mauvais couple. Puis les hélicos arrivèrent. 2 machines noires, sans marquage, descendirent en vrombissant. Des hommes en civil en descendirent. Le général Jean-Baptiste Roiroux en personne apparut, en uniforme de terrain froissé. Il ignora Morel, se dirigea vers Roy. « Sergent Terrasson, dit-il gravement en lui posant la main sur l'épaule. « Linda va bien ?» Elle a été tasée, Jean-Baptiste, par ce gamin-là. Il désigne du menton le fautif. Roiroux se tourna lentement. Son regard seul fit vaciller l'officier. Il n'y eut pas de cri. Mais la sentence tomba dans ce silence. Les agents en civil prirent la situation en main avec une précision glaçante. Le quartier fut évacué sans bruit, les curieux repoussés derrière un cordon discret. Linda, toujours inconsciente, fut placée sur une civière renforcée. Un hélicoptère médicalisé atterrit dans un champ voisin, soulevant un vent sec et chaud qui fit claquer les volets des maisons alentour. Le pilote attendait moteur allumé. Destination, un hôpital militaire d'excellence, réservé aux cas sensibles. Roy monta à bord sans un mot, sa main dans celle de sa femme. Le bruit des pales ne couvrait pas le silence qui s'était installé en lui. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin. Ce qu'il avait dit avait suffi. Le général Roiroux, resté sur place, observa les hommes du ride comme un professeur examine une classe après une faute grave. Il ne cria pas. Il n'en avait jamais eu besoin. Son regard fit baisser celui du commandant Morel. Une suspension immédiate tomba comme une lame. Le tireur, un jeune agent nerveux aux décorations encore brillantes, fut conduit à l'écart, privé de son arme, puis assigné à une enquête interne. Le reste de l'unité fut figé. Une cellule entière gelée dans l'attente d'un audit complet. Plus personne ne bougea sans un ordre écrit. Erreur d'adresse, usage excessif de force, tir sur une femme âgée, intervention sur un opérateur encre noire. Les termes furent pesés, les rapports réécrits plusieurs fois avant d'être transmis. Mais la vérité filtra. Et avec elle, une onde de choc qui remonta jusqu'aux plus hautes sphères de Paris. Ministère, commandement, état-major, tous reçurent en main propre un résumé en 6 pages accompagné d'un seul post-it. Il a parlé. Linda se réveilla dans une chambre blanche, un moniteur accroché à son cœur fatigué. Pas de lésion permanente, dirent les médecins. Mais les tremblements nocturnes, eux, s'accrochèrent. Elle sursautait dans son sommeil. Roy était là, nuit après nuit, tenant sa main, murmurant des mots anciens pour la rassurer. Leur maison fut nettoyée, mur après mur, plafond après plafond. Les impacts de balles comblés, les vitres remplacées, les traces effacées. Mais leur mémoire, elle, ne fut pas retouchée. Ils restèrent dans la maison, par principe. Roy reprit ses routines. Chaque matin, il arrosait les jardinières, entretenait la moto du voisin, aidait les jeunes du quartier à réparer leurs scooters ou à chercher du travail. Les anciens savaient qui il était. Les plus jeunes devinaient. Mais aucun ne posait de questions. Parce qu'ils sentaient que cet homme-là avait vécu ce que peu de gens pouvaient comprendre. Le général Roiroux vint en civil, une semaine plus tard. Il n'était pas là comme supérieur, mais comme vieil ami. Il s'assit dans la cuisine, accepta un café trop fort et parla peu. Mais il s'assura que tous les niveaux de protection avaient été activés pour Roy et Linda. Caméra discrète, ronde nocturne renforcée, surveillance électronique silencieuse.
Il savait que certaines erreurs ne s'oublient jamais et que certaines unités préféraient se venger plutôt que de reconnaître leurs fautes. Il repartit après avoir serré la main de Roy, longuement, avec respect. Roy ne demanda ni décoration, ni cérémonie, ni excuse publique. Il n'avait rien à prouver. Il voulait juste sa paix, sa maison, sa femme, sa tranquillité. Il retourna à la vie d'avant avec une discrétion presque déroutante. Mais tous, du voisin au ministre, savaient désormais que sous ce silence se cachait un homme que personne n'avait intérêt à provoquer. Les rumeurs circulèrent comme des ombres. Des documents classifiés changèrent de main. Des agents furent mutés sans explication. Un jeune enquêteur, trop curieux, fut brusquement transféré à Cayenne. Le commandant Morel, lui, quitta ses fonctions 3 mois plus tard, officiellement pour raisons personnelles. Officieusement, il n'avait jamais réussi à croiser à nouveau le regard de son supérieur sans trembler. Et la police locale, elle, n'oublierait jamais ce jour. Le jour où elle avait cru frapper à la bonne porte. Le jour où elle avait cru que le silence était synonyme de faiblesse. Le jour où elle avait découvert que le vrai pouvoir ne portait pas de brassard, n'élevait pas la voix, ne cherchait pas les projecteurs. Le jour où elle avait attaqué la mauvaise maison et déclenché la tempête silencieuse d'un fantôme. Parce que le vrai pouvoir ne hurle pas, il parle bas. 5 mots suffisent à faire trembler tout un système.